La séance est reprise. Monsieur le secrétaire perpétuel, pouvez-vous nous donner les informations? Alors, il y a deux types d'informations. Il y a Olivin. Qu'est-ce que c'est Olivin? Et recommandations. Alors voilà Olivin. Je te laisse la parole, Olivier. Oui, c'est un cercle de réflexion qui est assez particulier, qui a été créé il y a exactement 150 ans, à une période où l'aristocratie française se posait la question, est-ce qu'on doit être légitimiste, orléaniste ou républicain? Et le père jésuite Olivin a dit, il faut être républicain. Et donc il a emmené une grande partie de l'aristocratie dans ce mouvement, et c'est un club de formation politique et de réflexion et d'art oratoire. Le nombre de ministres et de premiers ministres formés à l'Olivin est absolument impressionnant. Il y a eu même Montaubourg qui a été Christine O'Krent, une grande partie. J'ai pas vu Gabriel Attal, mais bon. Et donc ça, comment? Il a peut-être le temps, oui, il le fera après, lui. Il fera dans l'autre sens. Et donc, c'est un club, en gros, d'énarques. Et donc, la rencontre était intéressante parce que c'était innovation médicale et politique. C'est-à-dire, quand est-ce que les politiques intègrent une innovation qui, au niveau de la recherche? Et donc, ça a été une soirée assez sympathique. Alors, les médecins et les chercheurs ont un peu trop parlé, peut-être. Les politiques n'ont pas beaucoup parlé. Néanmoins, il y a le retour qui est prévu. Et donc là, on va peut-être être dans l'autre sens. Voilà. Et s'il y avait d'ailleurs Gérard Kierzek, parce que le sujet qu'il voulait qu'on traite, c'était la connaissance scientifique par les politiques, qui est effectivement un vrai sujet. Alors la deuxième information, c'est ce qu'on pourrait appeler des recommandations. À la demande du président, l'Académie va se prononcer sur la fin de vie. Parce qu'il y a d'abord il y a un contexte politique. Peut-être je peux te laisser la parole. La commission éthique a travaillé sur le sujet et il est apparu opportun que l'Académie de chirurgie se prononce pour favoriser la réflexion. Les médecins en général et les chirurgiens en particulier sont confrontés à des décisions de fin de vie. Est-ce qu'on doit opérer ou pas? Dans l'intérêt du malade, d'ailleurs. Et donc, ça nous revient complètement. La semaine dernière, il y a eu un dîner à l'Élysée entre les cultes, le Conseil national d'éthique et les médecins, qui a très très peu abouti. Il faut dire qu'on a une commission éthique qui fonctionne et qui s'est déjà penchée sur le problème. Et en gros, l'Élysée, ou tout au moins le gouvernement, souhaiterait avoir l'avis de l'Académie de chirurgie. Et donc, nous avons rédigé un avis qu'on a envoyé, monsieur le perpétuel, pas encore, si? Non, parce que... envoyé à l'intérieur de la... Oui, c'est ça, en interne, de manière à ce que chacun puisse donner son avis un peu en dehors de la commission éthique et que le texte ensuite soit abouti vers la fin du mois pour pouvoir être diffusé. Tout à fait. Puisque vous savez quand même, et je m'adresse aux académiciens de médecine ici présents, la décision de l'Académie de médecine n'a pas été suivie vraiment d'effet, si on peut dire. C'était un très très gros travail fait par le professeur Bringer, compliqué et très personnel. La fin de vie, c'est à la fois personnel et on n'a pas le droit de se faire voler sa fin de vie. Néanmoins, il y a des problèmes, je dirais, éthiques. Et la problématique, c'est est-ce que le médecin est là pour mettre une perfusion et injecter un produit qui tue dans les 2 minutes? À titre personnel, et je n'engage pas l'Académie dans ça, je ne me vois pas le faisant. Et donc, il faut à la fois associer une évolution de la loi de 2005 et de 2016. Je vous rappelle que j'étais vice-président de Leonetti. Donc moi, je pense que c'est une loi qui doit évoluer, mais jusqu'où elle doit évoluer? Et c'est ce qu'on t'a envoyé, mon cher Patrice. Bon, à titre d'exemple, nous recevons aujourd'hui une lettre de Michel Merle que nous allons diffuser à tous les membres, en interne, de manière à ce que chacun puisse alimenter la réflexion commune pour aboutir à un texte
qui est déjà... La conférence de presse est prévue le 26 février. C'est ça. Alors, en termes de recommandations, nous recevrons les autorités de la chirurgie pédiatrique le 28 février. Vous savez peut-être qu'il y a des textes qui sont sortis sur l'organisation de la chirurgie en France, les autorisations de la chirurgie en France. Et donc, les chirurgiens pédiatres sont les seuls à pouvoir opérer les enfants en France. Ce qui leur pose un vrai problème, puisqu'ils ne sont pas si nombreux. Et les enfants, ça va jusqu'à 16 ans. Et donc, il y aura une session avec la présence d'anesthésistes, car la SFAR s'est positionnée de façon prudente. Je veux dire, c'est pas du tout agressif, mais il faut quand même s'organiser entre nous. Et donc, il y aura une recommandation au décours concernant ce sujet de la part de l'Académie. Et le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet qui concerne toutes les activités chirurgicales, de toutes les spécialités, dans tous les secteurs d'activité, que ce soit public ou privé. Et c'est parfaitement un sujet qui est de nature à faire l'objet d'une recommandation ensuite de l'Académie. Voilà. Monsieur le Passe-Président, viens. Non, viens ici. Viens ici. Je voulais juste, Monsieur le Président, faire une petite intervention à propos de la loi sur la fin de la vie. Non, si, j'ai contacté hier un certain Laurent Montaz, qui est chargé des soins palliatifs à Poitiers, qui est un grand ami de Jean-Pierre Richer. C'est par lui que j'ai eu son contact. Il a une très grande expérience donc des soins palliatifs, et sur 12 000 soins palliatifs, il a eu 20 seulement personnes qui ont maintenu leur désir d'être euthanasiées, seulement 20 sur 12 000. Et il propose de venir en parler à l'Académie si on a besoin d'éclairage sur ce sujet. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Laurent Montaz. Merci. Il faut qu'il s'adresse à la commission éthique, Voilà. qui jugera ce qui convient de faire. L'opportunité. Compte rendu de la séance précédente, qui était une séance de communication libre. Alors, la dernière séance, c'était effectivement une séance de communication libre. Je précise que ces communications libres sont très demandées, à tel point qu'il y aura, contrairement aux années précédentes, une 4e session. Avant, il y avait 3 sessions par an de communication libre. Cette année, il y aura une 4e session. Et d'ailleurs, ces 4 sessions sont déjà pleines. Première communication, Yves Aubard de Limoges, Ambroise Paré, chirurgien des rois, roi des chirurgiens. Né à Laval, d'origine modeste, à 20 ans, l'apprenti barbier est embauché à l'Hôtel-Dieu, puis parfait sa formation à la guerre et devient chirurgien de robe courte à Paris à l'âge de 30 ans. Il commence à publier en français, ce qui est très original à l'époque, parce qu'il ne parlait pas le latin, en 1545. Et il sera chirurgien de 4 rois, Henri II, François II, Charles IX et Henri III. Il introduit entre autres les ligatures vasculaires, les prothèses, la compréhension des plaies par arme à feu. Il mourra à 81 ans. Soigner les pauvres comme des rois. Pierre Saradon de Toulon, nouveau concept en chirurgie vasculaire. Le pontage percutané, application et perspective. Un point de ponction pour rentrer dans l'artère. Un deuxième pour sortir en amont de l'obstacle. Un troisième pour rentrer dans l'artère en aval de la sténose, avec une prothèse endovasculaire. Appliqué chez les patients très âgés, obèses ou avec un mauvais revêtement cutané pour éviter les resténoses. Moins agressif que le pontage, il permet l'épargne veineuse, pas de suture vasculaire, ni clampage, et moins de resténose. Jean-François Gourdou de Toulouse, histoire de la Société académique de chirurgie de Toulouse, créée en 1787. La recherche dans les archives municipales puis départementales ont permis de découvrir la création de l'école royale en 1760 et la séance inaugurale de l'Académie de Toulouse de 1787, ainsi que tous les registres parfaitement conservés de 1760 à 1790. Cette société a été recréée en 1801 en Société de médecine, chirurgie et pharmacie. La chirurgie s'individualisera en 1891. Elle perdure à ce jour. La valeur du travail des archivistes. Yves Sirotto de Paris,
l'ostéoporose et les insuffisances du traitement actuel, le corail naturel est un substitut osseux de qualité. La mise isolée d'un implant après une fracture ne suffit pas. Un message qui a fait débat. Saadé de Strasbourg, évolution de l'attractivité et de la dynamique de genre dans le choix des spécialités chirurgicales entre 2017 et 2022. En Occident, l'attractivité de la chirurgie baisse et la féminisation augmente. En France, le rang moyen de classement à l'examen national classant augmente pour la chirurgie. L'attractivité des chirurgies maxillofaciales, plastiques et ophtalmologiques augmente. Le nombre de femmes a augmenté de 7,6%. En 2022, plus d'un interne sur deux est une femme. Prendre en compte le nouvel environnement. Raymond Polo de Metz, ce qu'il ne faudrait plus faire dans notre pratique chirurgicale. Privilégier la taille de la cicatrice à l'acte lui-même. Risquer la sinistralité en privilégiant le mini-invasif. Faire des opérations non reproductibles. Ne pas adapter le site d'extraction à l'exérèse. De l'expérience et du bon sens. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire perpétuel, pour ce compte-rendu d'une session un petit peu particulière, puisque c'était communication libre, comme vous avez pu voir, on a été dans tous les sens. Mais parfois, ça fait du bien.